Bonjour à tous, bienvenue dans le Samedi politique. Au programme de cette émission, juste avant les élections européennes, le réveil des peuples est-il en marche ? Clinton, c'est quoi? C'est l'Amérique, c'est très bien. San Francisco, Chicago, Los Angeles et New York. Tout le reste de l'Amérique, ce n'est que des ploucs. Eh bien, Trump est allé voir ces ploucs, leur a dit comment il allait s'occuper d'eux, et c'est comme ça qu'il a gagné. Comme a dit Guy, lui, il y avait un plan social massif où on a licencié une partie du peuple. Car à un moment donné, le peuple, ou les peuples, se rappellent au bon souvenir de leurs gouvernants et de leurs élites. Et mon invité cette semaine, c'est André Berkoff. Bonjour monsieur. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, on vous connaît, mais je vais quand même vous présenter. Vous êtes journaliste, notamment sur Sud Radio, mais vous avez une grande carrière derrière vous. Vous êtes également écrivain. En 2016, vous avez publié Donald Trump, Les raisons de la colère. Vous étiez l'un des premiers journalistes à consulter celui qui allait devenir le président américain. Le premier journaliste français, je crois aussi. Oui, le seul à l'avoir interviewé pendant la campagne. Et vous avez publié tout juste un nouvel ouvrage. On verra avec l'image évidemment à quoi cela fait référence. Le retour des peuples, c'est chez Hugo Doc. Alors ces derniers temps, André Berkoff, on a vu un mot s'imposer dans le débat. On y met, vous le dites d'ailleurs, un peu tout et n'importe quoi. Vous parlez de ce mot comme d'une auberge espagnole, comme un pot pourri quelque part. C'est le mot populisme. Finalement, à quoi cela fait-il référence ? C'est un mot valise aujourd'hui, mais je disais que le populisme est surtout utilisé par les gens qui n'aiment pas quand les peuples se réveillent ou quand les peuples bougent, et c'est pris de façon péjorative par les gens qui voudraient, comme disait le dramaturge allemand Bertolt Brecht, dissoudre le peuple quand ce peuple maugrait. C'est-à-dire que vous avez quand même, et ça ce n'est pas seulement valable pour la France, mais pour les pays, c'est beaucoup de gens disent, mais c'est très simple, ce qu'on appelle les élites, encore, on reviendra là-dessus, qui disent, écoutez, on sait mieux que vous ce qui est bon pour vous. Vous savez, le camp du bien. Donc on sait très bien. Alors laissez-nous diriger. On va pas vous laisser crever de faim. Et puis s'il y a des choses qui ne vont pas, vous allez voir, ça va s'arranger. Et venez voter une fois tous les 6 ans. Et autrement, rendormez-vous. Et c'est ça qui, au fond, au fil des ans, mais ce n'est pas nouveau, ce n'est pas depuis les Gilets jaunes, mais bien avant, qu'il y a eu une espèce de sécession. Sécession des élites d'un côté qui vivent entre elles, par ce que vous avez dit de même avant l'émission, par une endogamie, et puis la nomadisation de l'immigration massive qui fait que entre les deux, cette classe moyenne ne sait plus où elle est, où elle habite, etc. Et jusqu'à présent, ça se passait plus ou moins bien, mais si vous voulez, la crise économique et la crise identitaire se sont juxtaposées pour donner ce retour des peuples, et on le voit un peu partout. Alors vous l'avez dit, une notion péjorative derrière ce populisme, et un côté péjoratif qu'on a retrouvé également quand il s'est agi de qualifier les Gilets jaunes. On va le voir avec les membres du gouvernement. Je vous propose de revoir quelques images. Que les responsables politiques de ce pays comprennent qu'on ne peut pas laisser ces factieux continuer à menacer la République, vouloir tuer des femmes, des hommes qui, au fond, incarnent la République parce qu'ils sont policiers. Mais ce ne sont pas les Gilets jaunes qui ont manifesté, c'est la peste brune qui a manifesté. Non, il y a aussi les Gilets jaunes. Il n'y a pas de lèpre qui monte, ou alors simplement... Mais si, vous la voyez pas, la lèpre qui monte, vous êtes le seul. Voilà. Je vous le dis, moi. Il y en a, franchement... Vous êtes en train de cautionner mais vous voyez pas les actes antisémites, enfin vous voyez pas le climat. Non, je ne le vois pas. Vous ne le voyez pas. Je ne le vois pas. Vous voyez pas les actes antisémites. Je commence à voir des fascistes qui voient des fascistes partout, en revanche. Étant en fait que les porte-voix d'une foule haineuse s'en prennent aux élus, aux forces de l'ordre, aux journalistes, aux juifs, aux étrangers, aux homosexuels, c'est tout simplement la négation de la France. Nous ne pouvons pas non plus accepter les propos racistes, xénophobes, antisémites, homophobes, qui parfois ont été entendus, ont été filmés. Alors homophobes, racistes, factieux, antisémites, ils ont été rhabillés pour l'hiver, les Gilets jaunes. Ah bah écoutez, ils ont été rhabillés pour l'hiver, mais les politiques ont été déshabillés pour l'été, et on le verra. Qu'est-ce qui s'est passé en vérité? C'est fou. Vous savez, dans le livre, je parle, et je suis tombé par hasard sur la brochure de l'abbé Sieyès, que l'abbé Sieyès avait écrit en janvier 1789 pour les États généraux. Vous voyez, ça date pas d'hier, 1789. Et qu'est-ce qu'on voit là-dedans? C'est qu'on voit que le clergé et la noblesse traitaient le tiers état de gueux, de manants, de faquin, etc. Et là, vous savez, c'est toujours qui veut noyer son chien l'accuse de la rage. C'est-à-dire qu'au lieu de réfléchir à ce que ce mouvement signifiait, ce qu'ont fait tous de Macron
Castaner, vous avez fait une très très belle brochure, et ils ont dit, ah non, vous êtes tous, alors c'est formidable, ils voulaient attenter à la République, ils voulaient prendre le pouvoir, comme chacun sait, ils sont approchés de l'Élysée, et ils ont tout massacré dans le château. Enfin, c'est un peu, il a eu justement cet excès qui consistait à dire, et c'est ça le fond du problème, vous ne jouez pas le jeu. Le jeu, c'est quoi? C'est les partis, les syndicats, le système tel qu'il existe. Et surtout, vous ne troublez pas le beau ballet bien organisé où chacun a son auge et se retrouve dans son auge. Alors, les Gilets jaunes, c'était, écoutez, à un moment donné, on ne supporte plus. C'était pas seulement, évidemment, au départ, les taxes des carburants, la couche, les taxes carbone et compagnie. Et ils ont dit, ça suffit. On n'y arrive plus, on ne s'entend plus. Et surtout, ce qui les rendait, c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'il n'y avait pas de chef, il n'y avait pas de structure, il n'y avait pas d'organisation. Et alors là, c'est pas possible. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, extrême droite, antisémites, xénophobes, c'est juste si on les a pas traités de pédophiles, mais c'était pas loin. Donc, si vous voulez, cette espèce de cécité évidemment organisée, voulue face à un mouvement pareil, montre pas la panique, va au-delà de la panique, c'est que dès que vous sortez des sentiers battus, dès que vous quittez les passages balisés, ça ne va plus du tout et il faut absolument mater. Donc évidemment, on dit, ce que vous avez entendu, ce florilège, assez ridicule honnêtement quand on voit ce qui s'est passé. J'aimerais ouvrir une parenthèse parce que j'ai trouvé dans votre livre, vous reparlez de la campagne américaine et vous dites qu'Hillary Clinton avait utilisé le terme de panier des pitoyables pour parler des électeurs de Donald Trump. Absolument, absolument, mais c'était ça. Mais écoutez, c'est encore ça. Si vous voulez, moi ce qui m'avait frappé quand j'avais interviewé Trump et je l'ai suivi dans 2 meetings, c'était la presse américaine, les médias américains, même les républicains de l'époque, les démocrates. C'est-à-dire, Trump, c'était le représentant, mais vraiment, je reviens à la BCIS, c'était les gueux, les faquins, les ploucs, les Dupont-Lajoie américains, les beaufs, évidemment. Et les beaufs, c'est quoi? Évidemment, c'est les fachos, c'est des xénophobes, c'est les petits blancs, parce que, attention, blanc devient évidemment l'insulte suprême. Dès que vous n'êtes pas dans un certain nombre de communautés ethniques ou autres, c'est-à-dire qu'on a laissé s'installer le marketing des minorités puisqu'il n'y avait plus de projet collectif. Et en Amérique, c'était ça. C'est-à-dire que Clinton, c'est quoi? C'est l'Amérique, c'est très bien. San Francisco, Chicago, Los Angeles et New York. Tout le reste de l'Amérique, ce n'est que des ploucs. Eh bien, Trump est allé voir ces ploucs, leur a dit comment il allait s'occuper d'eux, et c'est comme ça qu'il a gagné. Alors vous expliquez dans ce livre que le réveil des peuples finalement arrive à cause d'une double peine, vous l'avez déjà évoqué en début de cette émission. D'un côté, la précarisation, leur situation économique qui va de mal en pis, et de l'autre côté, une forme d'insécurité culturelle, vous dites une insécurité identitaire. Mais finalement, on a assez peu vu des revendications quant à cette deuxième insécurité à laquelle vous faites référence. Oui, parce que cette insécurité-là est une insécurité extrêmement mal, comment vous dire, tellement vilipendée par les médias et les bien-pensants qu'on n'en parle pas. Est-ce que finalement, c'est pas tout simplement que quand on s'inquiète de comment on va remplir son frigo, on n'a pas le temps de penser à la civilisation, quelque part? Non, mais il ne pensait pas à la civilisation, il pensait à quelque chose de très simple. Il y a eu 2 nomadalisations, Élise. Le vrai, c'est qu'il y a eu la nomadalisation d'en haut et la nomadalisation d'en bas. Et entre les deux, cette classe moyenne a été squeezée, a été véritablement, je dirais pas écrasée, mais enfin, alors, la nomadisation d'en haut, c'est quoi? C'est les élites, et c'est très bien, qui se sentent aussi bien chez elles qu'à Yokohama, qu'à Los Angeles, qu'à Paris ou ailleurs. C'est-à-dire, on est citoyen du monde, on circule. Mais pas bien en Picardie, hein, comme a dit Glucksmann. Ah, absolument. Ah ouais, non, Picardie, c'est pas bien, ça. Je me sens beaucoup mieux. Or, c'est idiot. Moi, je voyage dans le monde entier, je veux pas jouer. Mais est-ce que je vais oublier pour cela les racines? Vous savez, c'est toujours pareil. Marcus Garvey, le leader noir américain, disait un arbre sans racines ne produit ni feuilles ni fleurs. Je veux dire que c'est le ou alors que le et est le plus important. Qu'est-ce qui s'est passé avec eux? C'est que donc cette élite a fait sécession. Cette élite s'est dit entre nous, et d'ailleurs, ils sont très bien entre eux. C'est pas que ça ne fonctionne pas, ils sont ravis, tout va bien. Et puis vous avez eu ce qu'on appelle l'immigration de masse, qui a fait que dans un certain nombre de villes, etc., les gens se sont retrouvés obligés de quitter, pas parce que ça ne marchait pas, mais parce que les gens se retrouvaient entre communautés, on le voit bien. Regardez les minorités ethniques, minorités sexuelles, regardez ce qui se passe au niveau de partout, féministes, ultra-féministes et tout. Donc, en Amérique comme en France comme ailleurs,
il y avait ça. Donc, quand vous dites qu'effectivement, ils ne pensent pas à la civilisation, bien sûr qu'ils pensent à leur fin de mois. Et on essaie de leur dire, oui, mais la fin du monde et la fin de mois, c'est la même chose. Sauf qu'on a bien vu avec Macron, la fin du monde, quand il leur dit, vous comprenez? Et ça a été vraiment la goutte de fioul qui a fait déborder le vase. Quand il leur dit, mais oui, on va faire la taxe carbone parce que la France pollue. La France, c'est 0,9% des émissions de CO2 dans le monde. C'est pas là que ça se passe. Ça se passe quand ils font de l'écologie munitive. Les gens se disent, attendez, on a déjà les centrales charbon d'Allemagne qui arrivent, etc., qui nous polluent, et on va payer, nous, pour ça. Eh bien voilà, ça ne marche plus. Et quant à la civilisation, c'est simplement les gens qui disent où on habite. Moi, je suis très frappé. On pense ce qu'on veut de tel ou tel parti, mais quand des millions de gens défilent avec on est chez nous, ça veut dire quelque chose. Pourquoi? Ça devrait être une tautologie qui veut dire vous êtes chez vous. Vous êtes chez vous. Ah oui, on est chez nous parce qu'on a besoin de se rassurer sur le fait qu'on est chez nous. C'est Donc, la méthode Coué, problème. Un peu, finalement. Absolument. Mais méthode Coué sur un vrai problème. Où on est, qui on est, où on habite. Au sens littéralement à la fois mental et identitaire du terme. Donc, pour moi, l'économie et l'identité sont les deux dimensions du problème. Alors j'aimerais qu'on revienne également sur un autre aspect qui est plus filé dans cet ouvrage, c'est finalement, on va dire, un processus d'abrutissement du peuple. Ça se passe avec les médias, évidemment, mais ça se passe aussi avec une forme de dépossession du sens des mots qui sont utilisés. On l'a vu avec le populisme tout à l'heure, mais il y a plein d'autres termes comme ça où finalement on est chez nous, on est donc d'extrême droite. Tout est systématiquement connoté négativement pour décrédibiliser quelque part les revendications du peuple. Vous savez, il y a quelqu'un qui l'a exprimé il y a presque un siècle, c'est George Orwell. Si vous relisez George Orwell, que je recommande d'ailleurs à tout le monde de lire, qui est vraiment un des plus grands écrivains de ce temps, eh bien, vous savez, quand il y avait ce qu'il appelait la novlangue, c'est-à-dire le ministère de la guerre devient le ministère de la paix, le ministère de la vérité devient de la justice, et quelqu'un le disait très très bien, c'est le situationniste, vous voyez, c'est pas à l'extrême droite, lui, plutôt à l'extrême gauche, qui était Guy Debord. Il disait, dans un monde inversé, le vrai ne devient qu'un moment du faux. Et c'est ce qu'on vit. C'est-à-dire que quand vous arrivez dans une inversion où effectivement on emploie les mots pour leur faire dire n'importe quoi, eh bien, effectivement, quand quelqu'un dit quelque chose de vrai, on dit oui, mais qu'est-ce que ça veut dire derrière? Et il y a eu, et incontestablement, et à dessein, une déformation, une inversion, encore une fois, des mots. Et juste pour vous dire cela, vous savez que mes deux premiers, ça je l'ai dit, c'est une private joke comme on dit, les deux premiers paragraphes de mon bouquin sont mot pour mot les deux premiers paragraphes du manifeste communiste de Marx et Engels, mais au lieu de mettre un spectre entre le monde, c'est le communisme, j'ai mis le populisme. C'est-à-dire, c'est toujours pareil, on prend le mot, et comme on ne supporte pas, on revient au déplorable dont vous parliez, on revient à Hillary Clinton, c'est qu'on ne supporte pas qu'il y ait, à un moment donné, une autre doxa. Et comme la gauche et la droite ont embrassé la même soumission à la finance et au mondialisme, dès que ça sort de là, on dit vous êtes vraiment un espèce de factieux et devrait être traité comme tel. Alors il y a un épisode évidemment très frappant dans les manifestations des Gilets jaunes, ça a été la véhémence à l'égard des journalistes qui se trouvaient sur place. Surtout les grands médias d'ailleurs, les chaînes d'infos en continu, notamment BFM, qui a été souvent pris à partie. Finalement, comment vous percevez ces médias, vous qui en avez connu, qui en connaissez encore? Est-ce que finalement c'est un peu le bras armé du pouvoir, ou au contraire est-ce que ils vont un peu ou naviguent aussi Non, je crois que la question des médias est une question qui est posée depuis longtemps. Il y a le problème, vous savez, c'est très simple. En Amérique, et vous voyez, je ne défends pas toujours les États-Unis, mais là-dessus, ils ont fait une loi qui est quand même une loi très intéressante. Vous savez qu'en Amérique, vous ne pouvez pas posséder un média, qui soit une chaîne web, qui soit une chaîne télé, radio ou des journaux, si vous faites des affaires avec le gouvernement. C'est interdit. En France, vous n'avez qu'à regarder, c'est exactement le contraire. Or, le problème, que le gouvernement soit de gauche ou de droite, évidemment, si vous avez des intérêts communs, il y a quand même quelque chose qui s'installe. Si je puis me permettre, aux États-Unis, ça n'a pas empêché de faire une campagne assez virulente contre Donald Trump pendant la présidentielle. Mais justement, parce que Donald Trump n'était pas dans le système, même s'il est milliardaire. Oui, mais du coup, Hillary Clinton devait peut-être y être un peu plus. Qui dans le système des médias. Ah mais complètement. Donc c'est pas vraiment indépendant non plus. Tous étaient pro-Clinton. Mais ils n'étaient pas pro-Clinton parce que Clinton les tenait. Ils étaient pro-Clinton parce que Clinton allait représenter le système. Qu'est-ce qui s'est passé avec Trump? Regardez, avec la CIA, qui était un État dans l'État, le FBI et compagnie, ils sont en train de les détruire pour faire autre chose. Et c'est ça que les gens ne supportaient pas. Qu'est-ce qui se passe avec les Gilets jaunes?
toute proportion évidemment gardée. C'est que leur revendication, justement, c'était pas nous sommes de gauche, nous sommes de droite, nous voulons ceci, nous voulons simplement améliorer notre sort, nous ne supportons plus la manière dont on nous traite. Vous savez, Souchon, il faut voir comment on nous parle, comment on nous parle. C'est vraiment ça, la chose. C'est pour ça que je vous dis que c'est pas seulement économique. C'est aussi la manière d'être traité, la manière d'être reconnu ou pas, la manière de maîtriser son destin ou pas. Et c'est ça qui s'est passé. Donc, si vous voulez... Ça a d'ailleurs été l'occasion de la naissance de médias citoyens, j'allais dire, de Gilets jaunes qui comptent également les participants aux manifestations, le fameux Nombre jaune, une forme d'organisation citoyenne marginale par rapport au système dont vous parlez tout à l'heure. C'est aussi l'avènement de certains médias alternatifs qui ont aussi bien absolument, fonctionné. Élise, mais la victoire des réseaux sociaux, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, qui charrient le meilleur et le pire. Il n'empêche que tout ça n'aurait jamais pu exister s'il n'y avait pas les réseaux sociaux. C'est-à-dire pour se retrouver, que ce soit dans la rond-point, dans la rue et tout. Donc, je ne dis pas que c'est un moment révolutionnaire, encore une fois. Justement, ne tombons pas dans l'inversion des mots et dans le trafic des mots. En revanche, ce qui est absolument, pour revenir à votre question sur les médias, c'est que les médias ont tendance aussi, il faut le dire, enfin moi j'en fais partie, donc ont tendance aussi à se voir entre eux. C'est aussi une espèce d'endogamie qui existe quelque part. On se voit entre soi, on ne descend pas. Alors, ceux qui sont descendus dans la rue ou ceux qui sont allés sur les ronds-points ont vu que c'était plus compliqué. C'est toujours la complexité face au manichéisme. Tout n'est pas noir et blanc, c'est pas que... Moi, je ne sanctifie pas les Gilets jaunes, loin de là. Il y a eu beaucoup de dérives et d'excès. Il n'empêche que si on ne considère pas ce mouvement comme quelque chose d'intrinsèquement nouveau, en tout cas depuis des dizaines d'années, si on ne considère pas que ce qu'ils avaient à dire, d'ailleurs la même preuve, juste un mot, il va y avoir des listes Gilets jaunes. Rien, ça ne donne rien, ils vont même pas faire 0,0, parce qu'ils ne représentent pas. Les Gilets jaunes ne souhaitaient pas du tout être représentés aux Européennes. Oui, puis avec Francis Lalanne en tête de liste, Voilà, non, mais c'était... Alors je ne dirais pas, c'est un chanteur, quoi, bon, il a le droit de chanter. Non, mais tout ça, ça veut dire quoi, en fait? Ça veut dire que médias et pouvoir, il y a, vous savez, un côté, quand on dit l'establishment, il y a un côté, encore une fois, où il faut faire, nous, très attention, nous, gens de médias, à sortir de la boîte, à ne pas penser dans la boîte, à sortir de la boîte et en disant, jouer sa peau, en disant, écoutez, il y a un problème, essayons de ne pas avoir de préjugés et regarder ça avec une certaine, j'ai même pas objectivité, j'aime pas ce mot, avec une certaine lucidité. Alors, ce qui est intéressant, finalement, c'est qu'il y a eu une crise de la représentativité vis-à-vis des médias, où les citoyens n'avaient plus l'impression que leur parole était portée dans ces médias. Et cette crise de la représentativité, elle a été également appliquée au monde politique. C'est précisément la revendication du RIC, du RIC, le référendum d'initiative citoyenne. Et c'est peu ou prou 15 ans après le non à la Constitution qui a été balayé. Absolument. Mais vous venez de souligner la chose, c'est la crise de la représentativité. Vous parlez des politiques, regardez les syndicats. Regardez tout ce qui est représentatif. Et pourquoi? Parce que tout ça, médias compris, c'est à un moment donné figé. Figé dans une représentation du monde qui était la leur et qui disait, voilà, celle-là est la bonne. Et vous n'avez pas à mettre en question celle-là. Et c'est vrai pour tout. Si vous regardez la cohérence de la chose, c'est vrai pour le système, c'est vrai pour... Alors, justement, le référendum, on s'assoit dessus. Donc, le système proportionnel ou autre électoral, on ne touche à rien ou presque. Le système de l'État, pas de l'État, fonctionnaire, pas fonctionnaire, on peut discuter. On dit qu'on va dégraisser le mammouth, etc. On ne fait rien. Tout se passe comme si, au fond, on faisait semblant, le monde n'avait pas changé et on continuait à se bagarrer comme si, effectivement, il n'y avait pas eu l'extraordinaire évolution technologique, l'extraordinaire globalisation, parce que moi, la mondialisation a aussi apporté beaucoup de très bonnes choses. Il ne faut pas non plus vitupérer là-dessus, de dire aussi maniquer les bêtes. Donc, mais tout se passe comme s'il n'y avait rien. Et puis voilà. Et on a considéré, et c'est là où il y a eu l'épisode Macron, dit c'est le nouveau monde. Ben, on a très bien vu que le nouveau monde fonctionnait exactement comme l'ancien monde, parce que sur le fond, la grande différence entre Macron et Trump, c'est que Trump est arrivé malgré le système, Macron est arrivé à cause du système et aidé complètement par le système. Donc c'est pas tout à fait la même chose. Alors on va revenir sur ces fameuses élites dont on peut mettre à peu près tout et rien derrière. Vous utilisez des termes qui sont assez éclairants. Vous parlez de clergé politico-médiatique et d'une noblesse financiero-administrative. Mais vous expliquez aussi à un autre moment du livre que finalement c'est interchangeable. On passe du public au privé, du privé au public, du journalisme à la politique, de la politique au journalisme. Et finalement ce petit microcosme
nomade, vous l'avez dit tout à l'heure, vit totalement en marge, et c'est là où vous expliquez tout simplement qu'ils ont fait sécession. Finalement, c'est même plus de leur faute s'ils ne comprennent pas le peuple. Oui, ils n'en sont plus. Et voilà, c'est pas qu'ils vivent en marge, ils vivent au cœur de leur système. Au contraire, eux, ils ne sont pas du tout marginaux. Hein. Eux, ils sont dedans, mais c'est un système qui fonctionne, effectivement, comme le ministre de Velasquez. Voilà, c'est loin d'être la majorité. Alors, ce système, c'est très bien, mais le problème des élites, et moi, il faut des élites. Moi, soyons extrêmement clairs. Je ne suis pas contre les élites. Il faut des élites, il faut des gens qui représentent, et puis il y a des gens très brillants parmi eux, et pourquoi pas. Tout peuple a besoin d'élites. Il faut produire des grands hommes. Nietzsche le disait, hein, c'est pas moi. Et il a raison. La première chose à faire, c'est de produire des grands hommes. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces élites-là doivent tendre la main au reste de la population. Ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'ils ont mis des forteresses, que ce soit mentales ou physiques, et ils ont oublié. Le reste, ils disent, bon, écoutez, les autres, franchement, les élites mondialisées des grandes métropoles, on dit, écoutez, on dit quoi? Aux petits artisans, aux petits commerçants, aux ouvriers, aux agriculteurs, etc. Écoutez, on ne va pas vous laisser crever de faim, encore que, mais allez, ne vous mêlez pas de nos affaires. C'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'il y a eu, comme a dit Guy Lui, il y avait un plan social massif où on a licencié une partie du peuple. On dit, écoutez, franchement, restez chez vous, puis ne venez pas nous embêter. Et c'est ça qui est terrible. Et donc, sauf que ça ne fonctionne plus. On ne peut pas fonctionner comme ça. Parce qu'à un moment donné, le peuple, ou les peuples, se rappellent au bon souvenir de leurs gouvernants et de leurs élites. Et on le voit bien. Et vous parlez juste un mot, c'est très important. Vous avez parlé du pantouflage. Le pantouflage est devenu l'horizon indépassable de notre temps. C'est-à-dire que quand je sais que je peux passer, je suis à Bercy, ministère des Finances, je deviens avocat fiscaliste, je passe de l'autre côté, je suis à la RATP, je suis aux aéroports et je deviens conseiller de telle ou telle fabrique. Or, je vais vous dire, il y a une chose très simple à faire, et ce n'est même pas une loi, c'est-à-dire que tout fonctionnaire qui quitte pour le privé ne devrait pas toucher un sou de plus. Vous verriez que les vocations seraient beaucoup plus, moins fréquentes en tout cas que ce qu'il y a. Le pantouflage est quelque chose de terrifiant, moi je veux bien, mais je rappelle quelque chose qu'on a nommé entre copains et coquins des gens qui n'avaient pas du tout la vocation de chef d'entreprise. L'ENA, c'est très bien, moi je ne suis pas pour brûler l'ENA, mais l'ENA c'est pour être administratif et obéir aux politiques. Mais quand les administrateurs, eux, commandent les politiques parce qu'ils disent « nous, on va rester, vous les politiques, vous allez dégager », c'est ça le problème. Et visiblement, on peut être énarque et banquier chez Rothschild. Ah ben, c'est clair, on peut être énarque et banquier chez Rothschild, mais ça ne nous enseigne pas sur la manière de diriger la France. C'est le moins que l'on puisse dire. Alors finalement, là on vient de parler de ces nomades du haut, j'allais dire. Vous évoquez évidemment les nomades du bas, sans vouloir mettre une connotation péjorative. C'est évidemment l'immigration qui arrive en Europe, en France également. Finalement, vous disiez tout à l'heure que ces élites ne répondaient pas aux attentes de son peuple, j'allais dire. Finalement, plutôt que de se plier in fine aux attentes du peuple, il y a une autre solution, c'est de changer de peuple. Exactement. Alors, sans aller jusqu'au grand emplacement cher à Renaud Camus, non, je crois que c'est même pas... Quand ils ont commencé, quand l'immigration massive a commencé, faut le dire, parce que moi je suis pas du tout accueillant. Moi-même, je viens de pays très vieux. Je viens de Russie par mon père et de Pologne par ma mère. Vous voyez, mais le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est que où vous mettez le curseur, à partir du moment, à quel nombre, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous considérez que, allez, c'est open bar, allons-y, allez, il n'y a pas de problème, accueillons tout le monde. Mais qu'est-ce qui se passe avec les élites? C'est très simple, c'est que accueillons tout le monde, mais pas chez nous, pas près de chez nous. Hein. Nous, on est protégés, ils sont protégés. Deuxièmement, vous avez vu pour la carte scolaire, je ne ferai pas ici, je ne donnerai pas des noms, mais le nombre de progressistes magnifiques qui disent, mais oui, accueillons. Simplement, ils contournent la carte scolaire pour que leurs enfants ne soient surtout pas dans ces écoles où il y a des primo-arrivants. Et puis, troisièmement, la chose la plus importante, c'est qu'à partir du moment où on a fait le regroupement familial, c'est là que ça a commencé, hein, 74-75, Giscard, Chirac, bon, pourquoi? Parce que c'était surtout pour les élites patronales ou autres, de manière de payer les gens à bas salaire. C'était aussi ça, faut pas oublier l'économie, hein. Allez, ils vont venir, ils vont pas être exigeants comme le sont les Français, voilà. Sauf qu'à un moment donné, comme l'explique très bien Stephen Smith, qui est un journaliste de gauche, qui a écrit La ruée vers l'Europe, si à partir de quand on met le curseur? Quand, juste une chose, vos téléspectateurs peuvent aller sur le site de l'ONU. Il y a l'ONU en 2001, il y a essai sur l'immigration de remplacement, ça s'appelle comme ça. Et il dit c'est très simple. Et c'est pas Renaud Camus qui l'a écrit.
Et c'est pas Renaud Camus qui a écrit, non, il n'est pas fonctionnaire à l'ONU. Et ils disent quoi? Ils disent, écoutez, à partir de, si vous voulez, chers Européens, qu'on paye vos retraites, eh bien, en 2050, vous devrez avoir accueilli 70 millions d'immigrés. Ils donnent eux-mêmes le chiffre, on peut le consulter sur Internet, 70 millions d'immigrés. Sauf qu'ils viennent d'où? D'Afrique, etc. Très bien. Mais on les accueille comment? On paye comment? On fait comment? Est-ce que tous auront un emploi à partir du moment où il y a 7 millions de chômeurs en France? Qu'est-ce qui se passe? Donc, cette espèce de légèreté d'en dire « Ah oui, on est humaniste, etc. » Mais attention, on est humaniste, mais à vous de vous débrouiller. Nous, ça va, on a les murs, on a les choses, et si vraiment ça ne va pas, on ira ailleurs. C'est ça le problème. Ça revient au clergé et à la noblesse dont je vous parlais. Alors, vous expliquez aussi dans le livre que finalement, ces gilets jaunes que vous appelez peu ou prou petits blancs par moment, toujours en référence à Christophe Guilluy quelque part, ces gilets jaunes, pendant qu'ils souffrent, pendant qu'ils s'inquiètent de pouvoir nourrir leurs enfants, de mettre de l'essence dans leur voiture, ils voient aussi la distribution de la ME, de la CMU, et finalement ça crée des tensions aussi avec ces Français qui souffrent, ces Français de souche, entre guillemets, et ces primo-arrivants ou nouveaux arrivants qui sont accueillis non dans des conditions forcément fastueuses, mais tout du moins avec des aides dont les Français de souche ne peuvent pas bénéficier. C'est ça qui crée, qu'on le veuille ou non, un Front National qui, malgré le débat qui était vraiment pas réussi par Marine Le Pen, fait quand même 11 millions de voix au second tour des présidentielles. Ça veut dire qu'à un moment donné, en dehors de tout ce qu'on peut penser, on ne peut pas effectivement continuer à dire, écoutez, on peut accueillir tout le monde, mais d'ailleurs Rocard, qui était pas là, disait, on ne peut pas accueillir la misère du monde. On l'a cité 400 000 fois. Mais c'est quoi ce que ça veut dire? Ça veut dire, en fait, au bout du compte, qui paye et comment? C'est-à-dire qui assume le fardeau de supporter des gens. Évidemment que ça va très 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 mal, mais on devrait surtout penser à l'aide au développement dans les pays africains ou dans un certain nombre de pays, parce qu'après tout aussi... Mais elles sont souvent détournées. Bien sûr, mais pas partout. Heureusement, là, ça bouge quand même un peu, parce que les dirigeants africains ont compris, en tout cas, un certain nombre, je vois au Sénégal, par exemple, qu'il fallait garder quand même un certain nombre de gens et développer leur pays. Mais je ne dis pas que c'est un processus de longue haleine. En attendant, ce qui s'est passé surtout, c'est que, pourquoi ça s'est passé? C'est parce qu'en même temps, on a oublié, du point de vue de l'école, de la formation, de parler de la nation, de parler de l'histoire, etc. Vous savez, voilà. Si on est là aujourd'hui, c'est parce qu'en même temps qu'il y avait cet extraordinaire dumping économique où les gens se disaient, allez, on va accueillir tout le monde, et nous, ça nous arrange, il faut bien voir. Hein. Je veux dire, l'économie, ça va nous faire économiser, les bas salaires, c'est très bien. En même temps, on supprimait des pans entiers de l'histoire de France. On supprimait une manière de voir les choses. Et où est le collectif ? Ce qui est intéressant, c'est que quand vous allez en Amérique, encore une fois, on aime ou on n'aime pas, vous avez des drapeaux américains pratiquement dans chaque maison. Bon, il y a un instinct du patriotisme, voilà, comme dans un certain nombre de nations. Pourquoi l'Europe de l'Est est à ce stade? Parce que l'Europe de l'Est ont connu 70 ans de communisme, 70 ans de soviétisme. Ils n'ont pas envie de vivre la même chose, avec une autre immigration et autres. Voilà. Ce qu'il y a, c'est qu'à un moment donné, il faut savoir, et même, vous voyez, un Régis Debray qui écrit L'éloge des frontières, il faut savoir qui on est, on revient à l'existentiel. C'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas que les commis. Qui on est, où on est et comment on fonctionne. Quand Orban, que l'on vilipende partout, il est à la droite d'Adolf Hitler, mais quand, par exemple, il dit à chaque famille qui fera 4 enfants, plus d'impôts à vie et on vous offre une voiture. Bon, c'est une manière, lui, de relancer la natalité. À tort ou raison, je ne juge pas sur le fond. Je dis simplement, il faut savoir ce qu'on veut. Si vous estimez que c'est open bar et que l'Europe est une passoire, parfait, ce ne sera plus l'Europe, ce sera autre chose. Bon, c'est vraiment, à un moment donné, chacun doit faire ses choix, et surtout, les princes qui nous gouvernent doivent faire leurs choix. Alors aujourd'hui, André Berkoff, on est à l'heure de l'acte 28 des Gilets jaunes. Ça fait plus de 6 mois que la mobilisation se maintient. On est allé demander aux Parisiens ce qu'ils retenaient de ce mouvement inédit en France et des conclusions qu'ils en tiraient. Quelles conclusions vous tirez de la mobilisation des Gilets jaunes ? Écoutez, moi, au départ, je ne suis pas trop avec les Gilets jaunes, donc... Moi, j'espère que ce mouvement se terminera assez rapidement. Pourquoi est-ce que les Gilets jaunes se sont mobilisés à la base ? Parce qu'il y a un ras-le-bol fiscal général, hein, c'est à cause de ça.
On comprend. Hein. Même s'il y avait des provocateurs, ça ne règle pas le problème des gilets jaunes, de leur salaire, de vivre avec quoi, comment finir le mois. Les gens ont commencé à vouloir tout et n'importe quoi, sans vraiment de choses carrées. Peut-être que ça a mobilisé les gens, mais pour un temps seulement. On peut comprendre certaines revendications, mais là, c'est trop. Au départ, c'était le carburant. Ça a été fait, puis après, c'est autre chose. Non, c'est surtout politique. Ces mouvements-là emmerdent tout le monde, hein, quand même. Bon. On a pris conscience qu'il y avait autre chose que les politiques qui se bougeaient. C'était très, comment je dirais, très français, des gens pas contents de ceci, pas contents de cela, pas contents de beaucoup de choses, très diverses. Je crois que ça a soulevé des problèmes qui sont là depuis très longtemps, qu'on n'arrive pas à résoudre, parce qu'il y a un silence autour de ça. Voilà, la pauvreté, le mal logement, la précarité dans le travail qui est énorme. S'il faut un changement, il le faut radical. Comment, je ne peux pas vous dire, je ne suis pas politicienne ni quoi que ce soit, mais c'était pour moi une perte de temps, tout simplement. Les gens, ils commencent vraiment à en avoir marre parce qu'ils ressentent le fait d'être pris pour des cons, quoi. La mobilisation des Gilets jaunes n'a servi à rien, si ce n'est à casser des vitrines et l'Arc de Triomphe. Alors on a vu évoluer l'opinion publique au début, il y avait un très très fort soutien de la population française dans son ensemble à l'égard des Gilets jaunes, et au fil du temps ça s'est étiolé. Aujourd'hui finalement, on ne choisit pas les gens qui nous répondent pour être honnête, et on voit qu'ils sont assez, non pas déçus, mais ils sont assez désabusés finalement, pour eux ça n'a pas servi à grand chose. Oui, sauf que beaucoup, c'est intéressant, parce que beaucoup de gens aussi disent que ça a posé de véritables problèmes, ils parlent de la précarité, ils parlent de la pauvreté, vous voyez. Alors, il y a des gens qui disent oui, ça nous emmerde, etc. L'un n'empêche pas l'autre. Non, l'un d'ailleurs n'empêche pas l'autre, absolument. Non, moi je crois que les Gilets jaunes, en fait, et on voit, je ne sais pas ce qui va admirer. D'abord, il faut quand même dire, regardez Élise, quand même, depuis 6 mois, dans les sondages, il y a encore pratiquement 50% des Français qui approuvent, ce qui est énorme. Parce qu'on devrait dire, mais ça suffit, ça fait 6 mois, ça va, vous avez obtenu des choses, Macron aurait mis 20 milliards, etc. Bon. Mais ils approuvent. Pourquoi? Parce que les Gilets jaunes, je vais vous dire, ça a été la feuille de température. Ça a été le miroir qui réfléchit, comme disait Cocteau. C'est ça les Gilets jaunes. Ce n'est pas un mouvement de masse qui allait effectivement faire la révolution et prendre la Bastille ou l'Élysée. C'était, et je dirais c'est encore, une manière de dire, écoutez, on est là. C'est vraiment ça. Quand je dis le retour des peuples, c'est on est là. On ne veut pas prendre le pouvoir. On n'a pas de programme présidentiel. C'est pas le programme commun. C'est pas ça. Mais regardez ce qui ça a donné. Tout. Cette élection européenne qui a lieu demain n'aurait jamais eu lieu de la même façon s'il n'y avait pas eu les Gilets jaunes, en tout cas en France. Ça s'est transformé en référendum pro-anti-Macron. Et ce qui se passe... Avec la liste de la majorité qui est finalement première ou deuxième à quelques points près. Exactement. Donc, alors c'est pour ça, non mais il y a de tout. Donc le réveil des peuples, c'est un réveil tranquille. C'est pas un réveil révolutionnaire, encore que regardez ce qui se passe en Europe de l'Est. Salvini, il y a 10 ans, il ne serait jamais passé. Regardez ce qui se passe en Italie. Trump. Je veux dire, il y a quand même, moi ce que je voulais dire simplement, il ne faut pas le raisonner en termes de pouvoir et de prise du pouvoir. Il faut raisonner en termes d'insatisfaction. Et effectivement, on dit, oui, mais quel est votre programme? Je crois que je reviens, il faut que les élites se rapatrient et rapatrient leur peuple. C'est-à-dire que cette coupure dont on a parlé depuis le début de l'émission, entre effectivement un certain nombre de gens qui vivent en endogamie et les autres qui ne savent pas où ils sont, évidemment, parce que c'est très, très compliqué. On a quand même une vie, je veux dire, avec les réseaux sociaux, avec tout ça, et puis la précarité, et puis les gens à 700 € par mois, etc. C'est pas nouveau. Le problème aujourd'hui, c'est que les gens se sentent tenus de s'exprimer. Ça ne passe plus de haut en bas, et ça ne peut plus passer de haut en bas. Ça doit passer par capillarité, par réseau. Et il faut, pour ça que je suis pour le référendum, il faut à un moment donné une démocratie participative et pas seulement représentative. Merci beaucoup André Berkoff. Merci à tous de nous avoir suivis. On a terminé cette émission. Comme d'habitude, je n'oublie pas de vous le rappeler, n'oubliez pas de partager, de liker et de commenter cette vidéo. Et en attendant, je vous dis à la semaine prochaine.